Bienvenue sur le plateau de Congo Kiosque. Vous êtes bien sur Matongé TV, le média de référence. Nous avons souhaité associer les compétences de deux médias pour vous proposer cette émission exceptionnelle. Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine, s'associe tout naturellement à cette initiative. Aujourd'hui, nous allons faire un tour de l'actualité écoulée en République démocratique du Congo avec nos trois invités que je vais donc vous présenter. Madame Justine Mpoyo-Kasavubu, ministre honoraire, ancienne ambassadeur de RDC en Belgique, qui nous fait l'honneur d'être présent avec nous aujourd'hui. Madame Justine Mpoyo-Kasavubu, merci d'être là. Merci, bonsoir. Nous avons également avec nous le représentant régional Europe de l'APARECO, M. Clovis Mikaï Kampanda. Bonjour. Monsieur Ndouzi, bonjour. Et nous avons également M. Michel Moto, qui est secrétaire fédéral adjoint de l'UNC Fédération Belgique. Bonjour. Voilà, et évidemment pour nous accompagner, notre hôte du jour, il s'agit du directeur général de Matongé TV, média de référence, faut-il le rappeler, M. Ramsès Ramazani. Ramsès, bonjour. Bonjour Henri, bonjour chers invités. Alors voilà, donc nous allons donc parcourir ensemble l'actualité de ces dernières semaines qui, il faut bien le dire, a été très riche en RDC. Je vais donc me tourner vers vous, Madame Justine Mpoyo-Kasavubu. Nous allons peut-être aborder d'abord la question relative au calendrier électoral qui a été publié, c'était le 12 février dernier. Quelle a été votre réaction à la publication de ce calendrier ? Mais écoutez, il se trouve que déjà il y a des anomalies parce que la Constitution est très claire à cet égard. Il faut que l'élection présidentielle et les législatives se déroulent 90 jours avant la fin du mandat. Or ici, nous constatons que la date retenue par la CENI, c'est le 27 novembre 2016. Alors il faut maintenant s'interroger pourquoi il y a cette anomalie. Est-ce qu'il y a de nouveau de la mauvaise foi de la part de la CENI? Mais en tout état de cause, je pense que nous devons absolument nous insurger, nous indigner, parce que nous n'en sommes pas à une irrégularité près. Et moi, je crois que là, nous devons absolument obtenir cette rectification, sans quoi le sens même de la campagne électorale sera totalement bafoué. Mais l'article 73 de la Constitution dit qu'il faut convoquer les scrutins 90 jours avant la fin théorique du mandat du président de la République. C'est une interprétation que nous pouvons avoir. Convoquer le scrutin, ça suppose des opérations préalables, l'identification des candidats, du dépôt et la validation des candidatures. Voilà, il y a toute une série d'opérations. Vous n'êtes pas dans cette logique-là. Vous pensez qu'il faut absolument que ça se fasse 3 mois avant la fin des élections. Donc le 19 septembre ou plus tard. Mais je pense que oui, parce que, écoutez, le Congo n'est pas n'importe quel pays. Il faudrait quand même qu'on cesse un peu avec tout le folklore qu'on a toujours mis en avant pour organiser des élections. Moi, je crois qu'aujourd'hui, à partir du moment où tous les intervenants qui s'intéressent au Congo considèrent que maintenant il faut entrer vraiment dans un jeu démocratique clair, eh bien, il faut aussi respecter la Constitution clairement. Et là, je crois que nous devons maintenant cesser avec les manipulations de toutes sortes. Il faut absolument que nous puissions respecter à la lettre cette Constitution. Et je vous rappelle d'ailleurs que c'est une Constitution que nous avions en son temps contestée, puisqu'elle émane de Liège et non pas des fils et des filles de ce pays. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons voulu préserver l'unité du pays et la concorde nationale. Eh bien, à ce moment-là, c'est une constitution à minima. Eh bien, respectons au moins ce minimum. D'accord, nous y reviendrons si vous le voulez bien. Monsieur Clovis Mikaï, quelle est la position de l'APARECO sur le calendrier électoral? Bien, merci, cher Henri. Je voudrais d'abord dire encore un de plus, un autre calendrier. Mais je suis fort étonné parce que pour l'APARECO, le Congo est un pays occupé. Un pays occupé ne peut pas avoir des élections. Ça, c'est un. Et de deux, je vais juste rappeler une phrase de Madame Danielle Mitterrand qui disait « Un peuple sans mémoire, c'est un peuple qui peut pas être libéré. » C'est le cas de notre pays, Puisque on a eu 2006, on a eu 2011, et je suis fort étonné de voir qu'on parle de 2016. Ça nous choque. Ça nous choque, et quelque part, nous nous disons que voilà, il y a ces problèmes-là de mémoire. Et puis, j'ai lu quelque part un de vos articles. Vous disiez que le calendrier était, c'était quand même, enfin je paraphrase, c'était quand même un pas, il fallait quand même en tenir compte. Mais non, pour décrisper le climat politique. Tout à fait.
Enfin, c'est notre avis. Hein. Je dis que c'est triste. Hein, c'est triste que les Congolais continuent encore à penser que soit les Occidentaux ou les occupants vont nous laisser encore diriger ces pays. D'autant plus que, comme je viens de le dire, on a connu 2006, on a connu 2011. Franchement, il faut être, si pas amnésique, mais je dois trouver un autre mot, mais c'est triste. Vous êtes au niveau du constat, mais qu'est-ce que vous proposez concrètement? Parce que vous pouvez aussi rester sur cette position-là, mais on a besoin de concret. Qu'est-ce que l'APARECO propose pour sortir de cette situation? Merci pour la question. Voilà. L'APARECO propose justement, je vais le dire autrement, qu'on mette les occupants dehors. Donc Kabila et son système. Comment on fait? Voilà. C'est pas par les élections. Ça doit être par une révolution. Ça, c'est la position de l'APARECO. La révolution pour faire partir les occupants. Puisque nous considérons, je vais encore me répéter, nous considérons comme étant sous occupation et le seul moyen de nous en sortir, ce sera une révolution. Une révolution, ça va justement demander le concours de tous les Congolais. De tous les Congolais qui pensent comme nous que nous sommes sous occupation. Mais il y a eu un début de révolution le 19 janvier, pourtant on n'a pas entendu l'APARECO. Hein. Voilà, je vais vous dire pourquoi on n'a pas entendu l'APARECO. Simplement parce que c'est pas l'APARECO qui a fait sortir les enfants dans la rue. Ce sont quelques opposants. Et si vous avez suivi, ou bien si vous connaissez très bien l'histoire de notre pays, c'était un coup monté, quoi. C'était un coup monté de l'opposition et du régime. On a fait sortir les enfants sans objectif. Qu'est-ce qui s'est passé après? Rien du tout. Les enfants étaient dans la rue, certains ont été tués, et après rien. Mais vous savez, et ces opposants ne disent rien. Monsieur Clovis Mikaël, vous savez très bien que les révolutions, il y a des révolutions qui naissent comme ça de manière spontanée, sans leader, et puis les choses vont autrement. Mais pour revenir à la question de M. Nzouzi, donc pour l'APARECO, pas d'élection. Pas d'élection. Ça, au moins, les gens suivent et savent que l'APARECO ne veut pas d'élection, donc le régime peut perdurer ou d'autres choses peuvent survenir par la suite. Mais pour ces cas-là, le cas du 19, du 20 et du 21, il y avait des leaders. Hein. Il ne faut pas dire qu'il n'y avait pas de leaders. Je comprends. Il y a des révolutions qui se font sans leader. Ça fait 15 ans que M. Kabila est là, donc pour vous, pas d'élection, même quand il y a un moyen d'alternance ou de changement. Pas d'élection, on reste comme ça, même s'il faut faire 50 ans. Pas d'élection. Oui. Il faut la révolution. Alors, on va peut-être laisser, vous avez mis en cause l'opposition. Ça tombe bien, nous avons un représentant, M. Michel Moto, qui est le représentant de l'UNC. La position de votre parti par rapport au calendrier et une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit. Oui, merci beaucoup. Je salue tous nos amis, nos compatriotes et tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je vais d'abord répondre aussi à la position concernant les calendriers électoraux. Au niveau de l'opposition et des forces vives de la nation, nous avons publié un communiqué dans lequel nous avons d'abord salué ces calendriers parce que nous disons que mieux vaut un que rien. Nous avons eu à manifester au mois de janvier, comme vous venez d'en parler ici. C'était pour d'abord s'opposer à cette stratégie de glissement qui était mise en place. Et aussi, on demandait, et on l'a déjà demandé, ça fait un bon moment, un calendrier global. Souvenez-vous que le président de la CENI, l'abbé Malou Malou, avait publié un calendrier partiel. Et donc, nous étions tous occupés à demander un calendrier global. Pourquoi? Parce que ce calendrier permettait de savoir si ces pouvoirs, si ces régimes voulaient réellement respecter les délais constitutionnels. Les délais du 19 décembre 2016. C'est un deadline qu'il ne fallait pas dépasser. Et donc, tant qu'on n'avait pas un calendrier global qui incombait, donc qui incluait aussi cette date-là, nous, à l'opposition, nous avons dit qu'il fallait avoir ce calendrier. Dans un premier temps, nous saluons ce calendrier qui est global, mais seulement, on constate qu'il n'est pas réaliste. Il est incohérent et il n'est pas du tout consensuel. Voilà ce que nous reprochons à ce calendrier. Et aujourd'hui, l'opposition dit que nous allons proposer des modifications pour que la CENI puisse adapter ce calendrier à la réalité congolaise et non pas nous imposer un calendrier unilatéral. Dans quel cadre peut se faire cette modification? Dans le cadre d'un dialogue, de concertation? Les forces vives et l'opposition tout entière, y compris l'INC en avant, nous avons déjà commencé à nous concerter entre nous et des propositions seront présentées à la CENI. Les cadres, on va trouver, mais en tout cas, nous allons faire des propositions parce que les calendriers tels qu'il est ne pourra pas être appliqué. Une réaction par rapport à ce qu'a dit M. Clovis Mikaël, représentant de l'APARECO. Merci beaucoup. L'APARECO, comme vous le savez, ils l'ont bien dit, ils ne sont pas de l'opposition, ils sont dans la résistance. Encore, il faut savoir ce que ça veut dire. Nous disons que chaque parti, chaque organisation est libre de sa philosophie, de sa vision.
La PARECO a sa vision qui est celle de la révolte, je pense, le mot qu'il a employé ici, la révolution. Bah, nous disons, nous prendrons le pouvoir de façon démocratique. Ça nous prendra aussi le temps que ça nous prendra, comme la révolution prendra le temps que ça prendra. C'est tout ce qu'on peut dire. Oui, c'est le point de vue de l'UNC, comme vous l'avez signalé, mais d'autres partis, on n'a pas lu des PS ici, mais qui demandent qu'il y ait un dialogue ou qu'il y ait une transition, comme l'a dit le secrétaire général, M. Mavungu. Quel est votre avis, Madame Kassabou? Écoutez, nous, au mouvement des démocrates, nous considérons d'abord qu'il y a quand même une incohérence à demander un dialogue aujourd'hui lorsque on a, lors des échéances précédentes, boycotté systématiquement le déroulement de ce qui était proposé. Donc je ne vois pas tellement bien comment est-ce qu'on peut aujourd'hui organiser un dialogue alors que la population a tout de même exprimé un rejet radical du pouvoir en place. Sans vous interrompre, mais quand on regardera, s'il faudrait négocier encore un autre calendrier, nous connaissons les partis politiques congolais, ça nous prendra une année et on va dépasser la date de 2016. Mais moi je pense qu'il faudrait quand même qu'on cesse un tout petit peu à considérer que le Congo c'est un microcosme politique. Il faudrait quand même voir de manière un peu plus géopolitique ce qui se passe. Puisqu'il y a quand même un troisième corps électoral qui ne dit pas son nom mais qui se mêle de tout. Et ce troisième corps électoral, c'est une certaine communauté internationale à l'intérieur de laquelle vous trouvez à la fois des Africains, des agresseurs, évidemment, mais vous trouvez aussi la conscience internationale, c'est-à-dire l'ONU, MONUSCO, etc. Or, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe qu'on nous propose un échéancier électoral, c'est bien, mais cet échéancier électoral, est-ce que c'est vraiment pour que les Congolais se réapproprient la souveraineté nationale, ou bien est-ce que c'est encore une énième manipulation pour qu'on nous impose encore un candidat qui n'est pas encore aujourd'hui révélé? Or, ici, il y a danger, on la demeure, parce que si nous n'y prenons garde, cette révolution que vous appelez de vos voeux à la PARECO, mais qui en fait devrait plutôt exprimer la réappropriation de l'indépendance nationale par les fils et les filles de ce pays, eh bien, si on veut absolument récupérer cette souveraineté, il faut absolument qu'on puisse maîtriser la donne de la géopolitique. Or, cette géopolitique et ce troisième corps électoral, nous ne connaissons pas encore ses intentions réelles. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, eh bien, il faudrait que l'on sache absolument si on pousse les Congolais à respecter la Constitution vraiment sur une question de principe, ou bien si on laissera aussi les Congolais alors appliquer toutes les clauses de cette Constitution. Je donne un exemple. Pour briguer la présidence de la République, il faut être de père et de mère d'origine et de nationalité congolaise. Est-ce que c'est le cas de tous les prétendants qui aujourd'hui foisonnent un peu partout? Donc, moi je crois que nous devons aujourd'hui... On n'a pas encore enregistré les candidatures, madame. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, le combat, c'est pas simplement l'échéancier électoral, mais c'est aussi les principes démocratiques. Donc, le respect de la Constitution, mais pas simplement de cette clause qui nous amène à l'échéance 2016, mais également toutes les clauses. C'est-à-dire que n'importe qui ne pourra pas briguer la présidence de la République. Et si nous voulons être en conformité avec la communauté internationale, eh bien, il faudra bien qu'on nous laisse la latitude de maîtriser cet élément. Clovis Michael. Je vais aller dans le même sens, mais je vais dire ceci. La PARECO, depuis toujours, a dit que le Congo était dirigé par des étrangers. La PARECO a toujours dit que Kabila était rwandais. Il est rwandais. Et que on les a tellement sortis, et à chaque fois on nous remet la même question. Si vous avez l'occasion, je vous propose la lecture de ces livres là, écrits par M. Patrick Mbeko, un compatriote congolais qui vit au Canada, avec M. Ngwanda. Vous allez voir, là il y a les réponses. Vous n'avez pas le sentiment que si c'était effectivement érigé en vérité absolue, les Congolais l'auraient peut-être déjà incité à quitter le pouvoir? Comment expliquez-vous justement ce hiatus entre ce que vous affirmez et le fait qu'il soit toujours au pouvoir? Je rigole parce que vous faites votre métier, je comprends la question, quoi. Mais je sais que dans votre fort intérieur, vous pensez autrement. Ah, c'est gentil de penser à ma place. Mais ce qui est important, c'est que vous puissiez édifier quand même ceux qui nous suivent. Tout à fait. Je vais répondre. Vous savez, tout à l'heure, Madame Oyo Kassabou, vous parlez de la MONUSCO, des Occidentaux. Si nous en sommes arrivés à ce point-là, c'est parce qu'il y a cette mainmise-là. Il y a derrière cette situation que nous vivons chez nous au pays, il y a les Occidentaux justement.
les Occidentaux se sont arrangés pour nous imposer justement un Rwandais à la tête du pays. Et ces Rwandais, malheureusement, avec nos frères congolais, ont fini par se constituer en un système pour diriger le pays. Alors, pour revenir au dialogue, je vais dire ceci. Comment voulez-vous qu'on discute avec un étranger sur un problème qui nous concerne? Franchement, soyons sérieux. Les 19, le 20, quand les enfants étaient sortis dans la rue, qu'est-ce qu'ils ont chanté? Zongisena Rwanda. Qui? C'est Kabila. Ça, c'est les jeunes. Or, avant, ces discours-là ou ces chants-là ne se chantaient pas. Mais maintenant, ça se chante normalement, quoi. Ça veut dire que maintenant, les jeunes, la population a compris que finalement, ces Rwandais-là doivent rentrer chez lui et laisser les Congolais. Mais maintenant, les systèmes, avec tous ces gens-là qui sont autour, les Kanyama, les Mende et compagnie, font en sorte que les Rwandais restent. Vous allez prendre l'Ofida, vous allez me demander encore si j'ai des preuves. Vous allez prendre l'Ofida, vous allez prendre Rouberois, vous allez me demander si j'ai des preuves. Mais est-ce que le problème aujourd'hui, au fond, parce que je vous pose la question, vous citez la communauté internationale et vous la considérez comme la cause de tous les maux des Congolais. Est-ce qu'il n'y a pas non plus de la part des Congolais une petite forme de responsabilité dans ce qui arrive? En d'autres termes, est-ce qu'il faut accabler en permanence cette communauté internationale? Je suis tout à fait d'accord. Hein. Je suis tout à fait d'accord que quelque part les Congolais aussi ont leur part dans cette situation. Mais je dirais, et je continuerai à le dire, nous continuerons à le dire au niveau de la Pareco, que les Occidentaux et les multinationales occupent les 80%. Les 80% de la situation chaotique dans laquelle nous nous trouvons. Moi, j'ai été reçu il y a près d'un an maintenant à l'hôtel Sheraton par les dirigeants des multinationales qui étaient venus justement se réunir, les 77 multinationales qui étaient venues se réunir ici à Bruxelles. La Pareco était là. Nous avons discuté avec ces gens-là. Et ils nous ont dit qu'ils comprenaient la situation qui prévalait au pays. Ils profitent de la situation, ils nous demandaient justement, ils comprennent la situation. Ils nous demandaient justement, à nous Congolais, de faire quelque chose. C'est-à-dire, de faire en sorte qu'on fasse partir, enfin, nos revendications. Alors, ils vont nous soutenir. On va y revenir. On va laisser le soin à M. Michel Moto, représentant de l'UNC, de réagir. Même question, je pense, hein, Ramsès Ramazani. Oui, merci. La question concernant les dialogues, vous vous souviendrez que le dialogue est né de l'accord cadre d'Addis Abeba et de la résolution 2098 des Nations Unies. C'était en février 2012. Il y a beaucoup d'interprétations sur ces deux documents. Oui, mais ça reste que l'appel au dialogue est clairement signifié. L'interprétation arrive au niveau de savoir qui convoque, qui organise. Maintenant, c'est depuis février 2012. Le président Vital Kamerhe était devant pour appeler au dialogue. Nous avons fait toute une campagne. On a créé ce qu'on a appelé Coalition pour le vrai dialogue à Kinshasa, CVD. Nous avons beaucoup sensibilisé, tant à l'intérieur comme à l'extérieur, pour que ce pouvoir puisse enfin accepter d'abord ce qu'il a lui-même signé à Kampala, à Addis Abeba, pardon. Et donc c'était vraiment quelque chose sur lequel l'INC et l'opposition comptaient beaucoup. Il fallait, au lendemain de ces élections chaotiques, que les gens se mettent sur la table et parlent vraiment des questions essentielles. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Le pouvoir a fait sourd d'oreille. C'est entêté jusqu'au niveau où ils ont dû organiser ce qu'ils ont appelé les concertations, qui était pour nous une réunion intermajorité. Mais actuellement, vous êtes toujours pour ce dialogue ou pas? Maintenant, aujourd'hui, nous sommes à 1 an de la fin du mandat, on n'en voit plus l'utilité. Pour l'INC, le dialogue n'a plus le sens d'être. Même pour renégocier le calendrier? Les dialogues tels que on en parle aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Ce que nous pouvons faire comme donc dialogue... vous êtes en train de dire que ce qui a été dit dans l'accord cadre d'Addis Abeba, cet élément-là n'est plus d'actualité. Non, ce n'est plus d'actualité simplement parce que déjà, si les plans rien que pratiques, convoquer ces dialogues, choisir qui sera présent, déterminer les sujets abordés, tenir les dialogues. Nous sommes en 2018 avec ça. Donc ce n'est plus d'actualité. En 2012, on avait le temps pour faire ça. C'est comme les recensements. On avait le temps pour faire ça. Nous tous, nous sommes pour les recensements. C'est quelque chose d'essentiel pour le développement du pays. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a encore le temps de faire ça? C'est la même chose pour les dialogues. Nous respectons nos partenaires qui ont cette position, qui ont appelé au dialogue, notamment l'IDPS. Nous sommes des partis adultes, je veux dire. Chacun a sa vision, sa façon d'agir. Même son partenaire, mais sur cette question, il y a une petite division. Et ils veulent le dialogue. Nous avons milité pour le dialogue, comme je l'ai dit. On ne peut pas nous condamner aujourd'hui de ne pas être des gens qui aiment dialoguer, mais l'heure est dépassée. Voilà la position. Voilà, alors nous allons peut-être passer sur le sujet, enfin,
très sensible, parce que bon, on en parle souvent. En ce moment, apparemment, tout le monde s'aime à l'opposition. Je ne sais pas si vous vous considérez comme étant de l'opposition au niveau de la PARECO. Pas du tout. Pas du tout, c'est bon à savoir. Donc il y a eu ce mini-conclave au cours duquel vous avez, pas rejeté, mais en tout cas relativisé la portée de ce calendrier. Je me tourne vers vous, Madame Justine Poe-Kasavubu. Est-ce que compte tenu de la lourdeur de ce calendrier, ce caractère presque irréaliste qu'on lui attribue, la solution ne serait pas de faire l'impasse sur les élections locales et municipales et se focaliser sur les élections qui concernent notamment des institutions qui sont soit hors délai, donc hors mandat, ou fin mandat. Je pense tout naturellement aux assemblées provinciales, au Sénat, aux présidentielles et aux législatives. Mais vous savez que dans ce pays, on a pris l'habitude finalement de banaliser l'essentiel et de consacrer souvent l'impunité qui est à l'origine de tout le désordre et de la désolation politique que nous constatons aujourd'hui. Bon, moi je suis plutôt pour qu'on puisse enfin vraiment réfléchir très très sérieusement sur l'avenir de notre pays. Mais pour réfléchir sur cet avenir, on doit de toute façon ne pas oublier que ici, nous sommes vraiment dans des conjectures qui nous sont vraiment imposées de par le non-respect des principes démocratiques élémentaires. Je remonte quand même il y a quelques années. Vous vous souvenez qu'il y a eu d'abord la rébellion, mais nous sommes le seul pays au monde où la réconciliation a été prônée non pas à partir de la justice, mais à partir de négociations. Alors, on entraîne chaque fois le Congo dans des négociations, mais lesquelles négociations incluent toujours des intervenants qui, au lieu d'aller se justifier devant la justice pour des méfaits commis, mais on les retrouve à la gouvernance du pays. Au nom du prix à payer. Non, ce n'est pas le prix à payer, mais... C'est ce qui nous est opposé en tout cas. Mais c'est justement là que moi, j'en appelle vraiment à l'intelligence des Congolais et qu'on se décide une fois pour toutes qu'est-ce que nous voulons dans notre pays. Est-ce que nous voulons subir la manipulation qui nous vient d'ailleurs, ou bien est-ce que nous voulons assumer notre propre avenir? Parce que regardez, aujourd'hui en fait tout ce qui nous arrive, c'est la conséquence d'abord de l'impunité qui a été consacrée comme une valeur républicaine. Alors cette impunité a introduit dans la gouvernance du pays des personnes, des personnalités qui ont été exonérées de se justifier devant la justice. Alors, cette impunité a engendré l'immunité. Dans la gouvernance, l'immunité a donné une sorte d'honorabilité à toute une série de personnes. Et cette honorabilité a débouché sur une certaine légitimité. Et cette légitimité-là, en fait, n'est pas une légitimité démocratique, mais c'est une légitimité qui, en fait, a consacré l'arrivée au pouvoir par les armes. Parce que cette impunité, c'était la consécration du bonus qu'on donne à ceux qui ont pris les armes. Alors, à partir du moment où ceux qui ont pris les armes deviennent des gouvernants, eh bien, ils ne peuvent que fomenter des lois qui leur ressemblent. Et d'où, aujourd'hui, nous sommes dans un désordre, dans une cacophonie et dans une irrégularité. Nous sommes absolument hors la loi. Alors, quand vous citez ces institutions qui devraient être dépassées, qui devraient être remplacées, et pourquoi est-ce que ces institutions ne le sont pas aujourd'hui? Mais tout simplement parce qu'on reproduit à l'infini le schéma de l'impunité. Et donc, puisque nous sommes avec des acteurs qui bénéficient de l'impunité, mais comment voulez-vous qu'ils respectent les délais? Comment voulez-vous qu'ils ne fomentent pas des glissements? Comment voulez-vous qu'ils n'imaginent pas la répression? Comment voulez-vous qu'ils puissent penser qu'il faut gouverner ce pays et laisser ce pays se développer? Donc, ici, moi j'en appelle à la conscience des Congolais, pour qu'une fois pour toutes, nous puissions nous affranchir tout de même de certaines injonctions qui sont vraiment malvenues et qui en lieu de permettre au pays de se développer, ne font que nous conditionner dans une sorte de prise d'otage qui n'en finit pas. Okay. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et donc, aller aux élections, c'est très bien. Tout ce que nous venons de dire, très bien. Mais en fait, est-ce que nous sommes prêts à nous affranchir de certaines injonctions? Je suis sûr que ce message sera entendu. Merci infiniment, Madame Justine Poe-Kasavubu. Nous allons prendre le dernier tour de table avec vous, la réaction de la PARECO. Nous allons bientôt conclure ce premier panel. La position définitive, vous l'avez exprimée tout à l'heure. Toujours la même question. Je sais que ces élections-là n'ont pas beaucoup d'importance à vos yeux, puisque le pays, de votre point de vue, est occupé. Alors, quelles sont les solutions que préconise la PARECO pour sortir de la crise? Je vais revenir à la même réponse, même question, même réponse. Donc, la solution
pour sortir de cette crise, c'est de mettre tout le monde dehors. Quand je dis tout le monde, je veux dire les Rwandais, les Ougandais qui sont sur les terrains, qui occupent le Congo, ainsi que leurs amis. Donc c'est une révolution. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, à Paréco, pour mettre les gens dehors, comme vous le dites si bien? Merci beaucoup. Vous savez, mon frère, il y a... De manière concrète, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour arriver à cette solution? Pour arriver à faire certaines choses, il faut un certain temps. Le temps qu'a mis notre slogan à pénétrer le Congo, c'est-à-dire Kabila et Rwandais, vous avez vu les temps que ça a pris? C'est grâce à la Paréco que les gens disent cela? En partie. En grande partie, c'est grâce à la Paréco. Voilà, donc il y a des choses comme ça qui se mettent en place. Il y a des choses qui se mettent en place et ça prend du temps. Ça prendra du temps que ça prendra, mais je vous dis, il faudra qu'on mette ces gens-là dehors de notre pays, à l'extérieur. On doit les chasser, quoi. C'est pour utiliser vraiment des termes. Mais cet appel que vous lancez est probablement justifié, mais nous avons parfois l'impression au niveau de l'opinion que ce combat-là est plus facile pour vous parce que la Paréco n'est pas présent au Congo. Tout se fait de l'extérieur. Alors, comment est-ce que vous pouvez crédibiliser une telle démarche en étant à l'extérieur et en prenant le moins de risques à ce sujet? Merci beaucoup pour la question. Je vais simplement vous demander si vous avez des amis qui sont au campus à Kinshasa. Appelez ces gens-là, demandez-leur qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 semaines à Kinshasa. Ils vous diront qu'il y a eu des tracts de la Paréco qui ont été distribués sur les sites du campus et au grand marché. Vous avez dit tout à l'heure, en début d'émission, que c'était les gens de l'opposition qui avaient mis les enfants dehors, que vous n'étiez pour rien. Vous l'avez dit, je l'ai dit. Mais vous venez de dire qu'il y avait des tracts de la Paréco. Je trouve un peu contradictoire de relever que vous avez donné des tracts de la Paréco, mais vous avez dit que c'est les gens de l'opposition qui ont mis... Je n'ai jamais dit... mal compris. Voilà, vous avez mal compris. Merci. Je n'ai jamais dit que la Paréco avait distribué des tracts pour que les enfants ou les jeunes sortent dans la rue. Je n'ai jamais dit ça. Ça, c'était l'opposition. Le 19, le 20, le 21, c'était l'opposition. Oui. Moi, je vous renvoie dans une semaine. Nous sommes les 18. J'ai dit une semaine. Oui. Une semaine, ça fait les 11 ou... Voilà. Je parle du mois de février. Nous avons distribué des tracts sur les sites du campus et au grand marché de Kinshasa. Pour vous dire simplement que nous sommes sur les terrains. Mais maintenant, nous ne sommes pas visibles. C'est normal. Parce que nous travaillons clandestinement dans un seul but. Puisque si on arrivait à fonctionner d'une manière découverte, vous savez comment ça marche dans ces pays. Comment est-ce qu'on élimine facilement. Vous connaissez les cas de notre frère Amatumbulu ainsi que d'autres CBA. Merci infiniment Clovis Mbikaï pour votre participation, d'avoir répondu à notre invitation. Nous terminons avec vous Michel Moto. Vous êtes le secrétaire fédéral adjoint de l'UNC Belgique. À vous la parole. Oui, je voudrais réagir sur les élections essentielles dont vous avez parlé tout à l'heure avec madame. Il est vrai, c'est comme ça nous avons dit ces calendriers irréalistes, incohérents. Irréalistes, c'est parce qu'ils ont mis ça en 16 mois, organiser 6 élections, 6 scrutins, municipales, locales, urbaines, provinciales, législatives et présidentielles. 13 mois même. C'est quasiment impossible. Voilà ce que nous disons, il faut. Est-ce que ce n'est pas le moment de s'amuser à organiser par exemple les municipales, urbaines, locales? C'est un travail de titan, c'est un travail énorme et qu'on n'a jamais fait. Il serait bon, et c'est la position de l'opposition, la position de l'INC, qu'on achève d'abord les élections qui ont déjà été organisées et qui sont restées attentes, notamment les provinciales, les législatives et les présidentielles qui sont des élections constitutionnellement recommandées. Et maintenant pour la question de la révolte, je voudrais dire à mon frère ici président de la Paréco que le 19 au 23 janvier, j'étais à Kinshasa, j'étais au Congo, c'est la population qui est sortie, c'est pas l'opposition. Il faudrait qu'on corrige, dire que ça c'était l'opposition, ça c'est la Paréco peut-être, mais si les terrains, nous on est là-bas, c'est la population. Ceux qui sont sortis partout, qui ont été à Kinshasa, à Goma, à Bukavu et ailleurs, je ne sais pas si c'était seulement des opposants qui marchaient. La population est sortie et même, pour une fois, nos gens des pouvoirs ont dit non, non, ce n'est pas l'affaire de l'opposition. D'ailleurs, c'est la population toute seule. Voilà. Donc vous dites on a jeté des gens dans la rue sans consigne. Non. C'est votre point de vue lointain, bien sûr. Mais sur le terrain, on savait ce qu'on faisait. Et d'ailleurs, on a obtenu ce qu'on voulait. D'accord. Merci infiniment pour votre intervention. Voilà, nous terminons ce premier panel des politiques
Merci infiniment donc aux participants, Madame Justine Kassambou, merci infiniment de vous être déplacé. Monsieur Clovis Mikael Kapanda, merci beaucoup. Et Michel Moto, nous allons dans quelques instants passer au panel des experts, puisque nous avons le plaisir d'accueillir un expert militaire, un expert électoral et une politologue. À tout de suite.